Sous le ciel brûlant du Sahel, les champs s'étendent comme une mer verte sur la terre rouge. Ce qui fut jadis le symbole d'une dépendance amère devient aujourd'hui l'instrument d'une revanche silencieuse. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prononça le mot « banane » à la radio nationale, il ne parlait plus d'un fruit, mais d'un destin à reconquérir. Alors, comment une nation enclavée peut-elle transformer la plus humble des récoltes en manifeste de souveraineté? Ce projet n'est pas une promesse creuse, mais un pari sur la dignité. Le programme Banana Belt vise à transformer chaque récolte, chaque pot, chaque gramme de fruits au cœur même du Burkina Faso. L'objectif est simple et immense: que la richesse reste enfin là où elle naît. Pour la première fois, les ouvriers de Banfora et de Bobo-Dioulasso travaillent non pour d'autres marchés, mais pour leur propre marque. Le bénéfice ne s'envole plus, il s'ancre. L'intérêt de ce pari est clair: créer une économie circulaire, souveraine, où la production nourrit la valeur locale. Mais le risque est tout aussi grand: défier les règles imposées depuis un siècle par les conglomérats occidentaux. Chaque tonne transformée devient ainsi une déclaration d'indépendance économique, un message adressé au monde. Le Sahel n'est pas un fournisseur docile. Et dans cette équation risquée, le capitaine Ibrahim Traoré incarne plus qu'un chef d'État. Il devient le visage d'un renversement attendu. La révélation est venue plus tôt qu'on ne l'imaginait. En moins d'un an, le projet industriel Banana Belt a installé 5 pôles agro-industriels, de Banfora à Kaya, avec une capacité de transformation de plus de 40 000 tonnes par an. Ces chiffres, modestes pour l'Europe, sont révolutionnaires pour le Sahel. Ils marquent un avant et un après. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a décidé que la souveraineté ne se mesurerait plus au tonnage exporté, mais à la valeur conservée. Ce n'est plus la banane brute qui quitte le pays, mais la farine, la fibre, la poudre, l'huile. Chaque produit fini raconte la même histoire, celle d'un peuple qui se réapproprie son économie. Le contexte explique la portée du geste. Pendant des décennies, l'expression République bananière servait d'insulte voilée à l'égard des nations du Sud. Quelques compagnies occidentales, United Fruit, Dole, Delonte, détenaient plantations, rails et ports, transformant des pays entiers en dépendance tropicale. Le Burkina Faso, enclavé, semblait condamné à ce rôle muet. Mais la décennie 2020 a ouvert une brèche. La révolte du cacao, la rébellion des mangues, puis cette troisième vague, la révolution des bananes. Ici, la révolte ne se crie pas, elle s'organise. L'initiative Banana Belt associe industriels, coopératives féminines et collectivités locales dans un modèle de partage inédit. Les usines surgissent à côté des vergers, les techniciens remplacent les courtiers, les jeunes apprennent à calibrer, sécher, emballer. La valeur ne fuit plus, elle se multiplie. Le paradoxe est scellé limpide. Ce qui fut symbole d'humiliation devient levier de puissance. Et derrière les chiffres, un principe se dresse: la dignité économique peut se fabriquer. Ibrahim Traoré n'a pas changé la nature du fruit, il a changé sa signification. Dans le village de Banfora, les ouvriers de la première usine se souviennent encore du jour où les machines ont commencé à tourner. Ce n'était pas un simple bruit industriel, c'était le son d'un pays qui reprenait souffle. Parmi eux, une jeune technicienne nommée Awa, formée en quelques mois à la transformation des fibres de banane, raconte avoir vu pour la première fois son travail imprimé sur un emballage, marqué, fabriqué au Burkina Faso. Pour elle, c'était plus qu'un emploi, c'était une preuve tangible que son effort restait enfin sur sa propre terre. Les premiers résultats n'ont pas tardé. En 6 mois, les coopératives locales ont vu une hausse de 40% des revenus agricoles.
L'emploi féminin a triplé et les pertes après récolte ont chuté de 60%. Ces chiffres, modestes à l'échelle mondiale, résonnent comme un séisme au cœur du Sahel. Car ici, la dignité ne se mesure pas en milliards, mais en repas assurés, en enfants scolarisés, en villages qui s'éclairent la nuit. Le capitaine Ibrahim Traoré ne parle pas d'un miracle. Il parle de discipline et de continuité. Son approche transforme la production en souveraineté concrète. La révolution, dit-il, ne se prouve pas dans les discours, mais dans les moteurs. Ainsi, la transformation d'un simple fruit devient un symbole de constance et de courage. Et ce qui semblait un pari économique s'impose désormais comme une réalité sociale. Chaque usine construite est une école de dignité. Tout a commencé par le déplacement des convois. En janvier 2025, les routes poussiéreuses reliant Banfora à Gaoua ont vu défiler des camions chargés non pas de fruits, mais d'acier, de séchoirs et de mélangeurs industriels. C'était le lancement officiel du projet industriel Banana Belt, l'ossature d'une économie nouvelle. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, chaque pôle industriel avait une mission précise. Séchage primaire à Banfora, production de farine et de snacks à Bobo Dioulasso, extraction de fibres à Gaoua, emballage et contrôle qualité à Ouagadougou, logistique sous chaîne du froid à Kaya. Le mot d'ordre inscrit sur les murs de la première usine résumait l'esprit du programme. Aucune peau perdue, aucune main impayée. Les jeunes, longtemps contraints à l'exil économique, sont revenus. Les coopératives féminines, soutenues par des microcrédits, ont pris la direction des ateliers. L'énergie solaire alimente désormais les séchoirs, et les toits des hangars reflètent la lumière du Sahel. À l'ouest, les observateurs parlaient passer de rêves impossibles. Comment un pays enclavé pourrait-il concurrencer les géants de la filière fruitière? Mais au Burkina Faso, le pari n'était pas de vaincre en volume, c'était de gagner en valeur. La stratégie consistait à produire moins, mais mieux, des produits à longue conservation, à haute marge, comme la farine de banane, les barres énergétiques ou les biofibres pour textiles et papier recyclés. Le pays a transformé sa distance des ports en atout, là où les autres perdaient en transport, lui gagnait en autonomie. Les chiffres sont venus confirmer la justesse du calcul. En une seule saison de récolte, les revenus des agriculteurs ont progressé de 40%. Les pertes post-récolte ont chuté de plus de la moitié et l'emploi féminin dans le secteur a été multiplié par 3. Ces résultats n'ont pas seulement modifié la comptabilité nationale, ils ont changé les mentalités. Les anciens employés des compagnies étrangères, habitués à empaqueter pour autrui, se sont mis à produire pour eux-mêmes. Quand Ibrahim Traoré visita Banfora pour le premier lot d'exportation, il n'y eut ni tapis rouge ni parade, juste un court discours au quai de chargement. La souveraineté, disait-il, ne rugit pas toujours. Parfois, elle fredonne. Et le public comprit. Les vraies révolutions ne se crient pas. Elles se construisent par moteur après moteur, récolte après récolte. Les premiers bilans économiques du projet Banana Belt ont surpris jusqu'aux analystes les plus prudents. En à peine 12 mois, les exportations transformées ont augmenté de 85%, tandis que les importations d'emballages étrangers ont chuté de 30%. Le PIB agricole du Burkina Faso a progressé de 2,8 points, un chiffre minuscule sur le papier, mais monumental pour un pays longtemps dépendant des fluctuations des cours mondiaux. Les coopératives féminines, cœur du dispositif, gèrent désormais 60% de la transformation locale. Dans les entrepôts de Bobo Dioulasso, Awa, la technicienne devenue chef d'atelier, dirige une équipe de 25 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes. Chacune d'elles reçoit un salaire régulier, des cotisations sociales et des formations techniques. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'elles signent un contrat. Ces détails comptables, souvent invisibles aux yeux des marchés, sont en réalité la preuve d'une révolution silencieuse.
À Bruxelles, le FMI et la Banque mondiale ont noté avec prudence cette mutation. Les experts parlent de distorsion régionale, mais en coulisses, un autre mot circule, contagion. Car si le Burkina Faso parvient à garder la valeur chez lui, d'autres pays du Sahel pourraient suivre. Le Niger expérimente déjà une usine pilote de fruits secs, tandis que le Mali et le Ghana préparent une alliance logistique sous le label Sahel Fresh Alliance. Cette dynamique inquiète les anciennes puissances commerciales. Selon un rapport interne de la Commission européenne, si 30% seulement des fruits africains restaient sur le continent pour transformation, les prix de gros européens grimperaient de 12%. Pour les importateurs, le risque n'est plus seulement économique, il est structurel. Le modèle des républiques bananières, dépendance à bas coût, exportation brute, profit externe, vacille. Mais pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas une menace, ils sont une réparation. Pendant un siècle, dit-il, on nous a vendu au nom de l'efficacité. Aujourd'hui, nous prouvons que l'efficacité peut aussi rimer avec équité. Les données confirment la cohérence de sa doctrine. 3 usines rentables sur 5 dès la première année, rendement moyen en hausse de 7%, investissements privés locaux multipliés par 2. À mesure que les courbes se redressent, une autre vérité s'impose. La souveraineté n'est pas une idéologie, c'est une équation économique. Dans les marchés européens, les fluctuations légères des contrats tropicaux suffisent à montrer que le modèle burkinabé a un effet tangible. Ce n'est plus une curiosité politique, mais un cas d'école. Et au fond, c'est là que se cache le paradoxe. Une simple banane devenue levier de géopolitique. Les critiques n'ont pas tardé. À Londres, certains économistes qualifient le programme Banana Belt d'illusion industrielle. Ils affirment qu'un pays enclavé, sans port maritime ni capital massif, ne peut soutenir une production compétitive face aux géants de l'agroalimentaire. Selon eux, l'initiative d'Ibrahim Traoré ne ferait que détourner des ressources précieuses vers un rêve nationaliste. Mais les défenseurs du projet répondent par les faits. Premièrement, le coût de transport vers les ports côtiers représentait autrefois 18% du prix de vente brut. Désormais, ces coûts sont absorbés par la valeur ajoutée locale. Deuxièmement, les produits transformés, à durée de conservation prolongée, ouvrent de nouveaux marchés africains, notamment au Ghana, au Niger et au Togo, sans dépendre d'infrastructures portuaires. Enfin, les effets sociaux immédiats. 25 000 emplois directs, un revenu rural en hausse de 28% et une réinjection du capital dans les communes agricoles. L'opposition avance un autre argument, le risque de représailles commerciales. Si l'Union européenne ou les multinationales imposent des barrières sanitaires ou douanières, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé. Là encore, la réplique est mesurée. Le pays ne cherche pas l'affrontement, mais la redéfinition des règles. Nous ne voulons pas fermer le marché, explique Ibrahim Traoré. Nous voulons y entrer à égalité. En haut, le débat révèle 2 visions du monde, celle du libre-échange hérité du XXe siècle et celle d'une souveraineté productive adaptée au XXIe. L'une parle d'efficacité, l'autre de dignité. Et c'est cette tension, ce face-à-face entre raison économique et raison morale, qui donne au modèle burkinabé sa portée symbolique. Dans les faits, la réalité parle d'elle-même. Les partenaires de la CEDEAO étudient désormais la reproduction du modèle. Ce qui était un pari solitaire devient un précédent collectif. Un slogan s'affiche désormais sur les murs des usines. Nous ne vendons plus des fruits, nous vendons du sens. En 8 mots, Ibrahim Traoré a résumé une mutation historique. Ce n'est plus l'économie du volume qui définit le Burkina Faso, mais celle de la valeur. La révolution de la banane n'est plus une métaphore. C'est un modèle concret qui s'étend. Les pays voisins observent, les marchés s'ajustent, les institutions doutent. Au Ghana, au Mali et au Niger,
les ministres étudient les mêmes schémas de production locale. Ce qui, hier, semblait une provocation devient aujourd'hui un précédent. Dans les chancelleries occidentales, le ton change. On ne parle plus de fantaisie africaine, mais d'expérience stratégique. Et dans les rues de Ouagadougou, les travailleurs murmurent une autre vérité. La souveraineté ne se décrète pas, elle se fabrique. Le milieu du récit marque ainsi le basculement. Le Burkina Faso n'est plus un sujet d'analyse, il devient une variable d'équilibre. La révolution tranquille d'un fruit ordinaire met à nu l'économie mondiale. Les effets de la transformation se mesurent désormais dans chaque recoin du pays. Pour les agriculteurs, d'abord, la différence est visible. Les revenus ruraux ont augmenté de près de 30% et les pertes post-récolte ont été réduites de 70%. Là où autrefois les bananes pourrissaient faute de débouchés, elles sont aujourd'hui séchées, moulues ou transformées en barres énergétiques locales. Dans les marchés de Bobo Dioulasso, le mot industrie n'évoque plus une idée étrangère. Il évoque la dignité. Pour les entreprises nationales, le choc a été salutaire. Les transporteurs, les ateliers de conditionnement, les imprimeurs d'emballage, tous ont vu leur activité exploser. Des dizaines de PME se sont créées autour de la chaîne Banana Belt. En un an, le secteur secondaire du Burkina Faso a connu sa plus forte croissance depuis 2 décennies. Cette dynamique a également attiré les investisseurs régionaux, séduits par une équation simple. Produire localement, vendre régionalement et réduire la dépendance extérieure. Du côté des institutions publiques, le changement est structurel. L'État a mis en place un fonds de stabilisation agricole, alimenté par les bénéfices du projet. Les écoles techniques forment désormais des opérateurs de maintenance et des spécialistes en agrotransformation. Les communes rurales, autrefois appauvries, perçoivent des taxes sur les exportations finies. L'économie nationale se décentralise, le pouvoir circule. Pour la population, enfin, l'impact est humain. À Banfora, des familles qui vivaient jadis d'un revenu journalier disposent maintenant de salaires stables. Les femmes, en particulier, accèdent à des fonctions de gestion. « Nous ne travaillons plus pour nourrir les autres », dit Awa. « Nous nourrissons notre avenir. » Cette phrase est devenue un refrain. Et dans le monde, les regards changent. Les médias parlent de l'effet Burkina, les investisseurs de l'école du Sahel. Les gouvernements occidentaux redoutent un effet domino. Car si chaque pays africain retient sa propre valeur, les équilibres commerciaux mondiaux devront être renégociés. Ibrahim Traoré, lui, reste sobre. « Ce n'est pas une revanche, c'est une réparation », déclare-t-il lors d'un discours à la télévision nationale. Une phrase courte, presque tranquille, mais qui fait trembler toute une économie. Les observateurs internationaux se divisent désormais sur la suite du modèle burkinabé. 3 trajectoires se dessinent, chacune révélant une lecture différente du futur. Dans le scénario de base, la ceinture industrielle atteint sa vitesse de croisière. Les 5 pôles existants fonctionnent à plein régime et 2 nouveaux sites régionaux voient le jour. Les revenus d'exportation continuent d'augmenter de 10 à 12% par an, tandis que les partenaires de la CEDEAO harmonisent leurs normes industrielles. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso consolide sa place comme cœur productif du Sahel, sans confrontation directe avec les puissances extérieures. Le scénario optimiste imagine une propagation rapide. D'ici 1 an, le Mali et le Niger rejoignent officiellement le programme Banana Belt à travers un corridor logistique commun. L'Union africaine reconnaît le modèle comme étude de référence en industrialisation locale. Les multinationales, d'abord hostiles, s'adaptent et investissent. Les usines deviennent des pôles de formation régionale. Dans ce monde possible, le nom d'Ibrahim Traoré devient synonyme d'un tournant continental, celui d'une Afrique qui garde ce qu'elle produit. Enfin, le scénario pessimiste rappelle les risques réels, pression diplomatique, barrières sanitaires, crédits suspendus. Bruxelles pourrait imposer des inspections à répétition, ralentissant les exportations. Des fluctuations internes, retard de paiement, pénurie d'énergie, fragiliseraient l'élan. Mais même ici, le modèle ne s'effondrerait pas, il se tasserait en attendant un second souffle. Quelle que soit l'issue,
le principe fondateur resterait intact. Produire localement pour exister mondialement. Comme le résume un économiste africain, la souveraineté n'est pas un État, c'est un effort continu. Pour Ibrahim Traoré, le pari n'est pas de gagner vite, mais de durer juste. Et c'est là que se joue la différence entre une utopie et un modèle. Au-delà des bilans économiques, c'est dans les visages que la révolution se lit. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches du projet Banana Belt ne montrent pas des usines ou des chiffres, mais des sourires, ceux d'ouvriers, de merdeux, de femmes, d'enfants chaussés pour la première fois. Le changement n'a pas besoin de slogan. Il se voit dans la manière dont les gens se saluent, fiers d'un travail reconnu. Pour les jeunes, cette mutation symbolise un horizon inédit. Ils n'imaginent plus leur avenir à Paris, Abidjan ou Dubaï, mais ici, dans un atelier ou un centre logistique du Sahel. L'émigration n'est plus un rêve, c'est un choix réfléchi. La phrase d'Ibrahim Traoré résonne dans les écoles. Le respect ne s'importe pas, il se construit. Chez les femmes, l'impact est encore plus profond. À Banfora, des groupements féminins gèrent la production, négocient les prix et réinvestissent les profits dans l'éducation. L'économie devient un levier d'émancipation. Une ouvrière résume. Avant, on envoyait nos fruits. Maintenant, on envoie nos enfants à l'école. Ce renversement touche aussi le regard des autres peuples africains. Le Burkina Faso inspire sans triompher. Il montre simplement qu'un pays pauvre peut devenir maître de son récit. Et pour le spectateur étranger, cette histoire agit comme un miroir. Elle rappelle que la dignité du travail est universelle. La question n'est plus de savoir si le modèle Banana Belt fonctionne, mais comment il peut durer. Ibrahim Traoré l'a résumé en 3 étapes simples, gravées dans les documents stratégiques du gouvernement. Première étape, consolider, renforcer les 5 pôles existants, améliorer la qualité des produits, standardiser les procédés. D'ici la fin de l'année, chaque usine devra obtenir une certification régionale. La rigueur, plus que l'expansion, devient le nouveau moteur. Deuxième étape, relier, créer un corridor logistique commun avec le Mali, le Niger et le Ghana. L'objectif est de mutualiser les routes, les entrepôts et les coûts de stockage. Cette intégration fera du Sahel une zone de production connectée, capable de négocier d'égal à égal avec les marchés extérieurs. Troisième étape, transmettre, former la prochaine génération. Dans les lycées agricoles, de nouveaux modules enseignent la transformation locale, la gestion coopérative, l'énergie solaire industrielle. Des techniciens burkinabés partent déjà au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour partager leur expérience. Ces étapes ne sont pas de simples ambitions. Elles constituent un plan mesurable. Si chaque objectif est atteint, le Burkina Faso pourra tripler sa valeur exportée d'ici 2027, sans dépendre d'un seul conglomérat étranger. Et derrière chaque objectif chiffré demeure la même conviction. La souveraineté ne se décrète pas, elle se planifie. Au crépuscule, sur la route de Banfora, les silhouettes des ouvriers se découpent contre la lumière dorée des usines. Ce même bruit de moteur qui hier symbolisait la dépendance est devenu la bande sonore de la liberté. Awa, la technicienne, s'arrête un instant devant la grande fresque peinte sur le mur du hangar. Un agriculteur et une ouvrière tiennent ensemble une banane dorée. En dessous, une phrase désormais célèbre d'Ibrahim Traoré. « Nous exportions des fruits. Maintenant, nous exportons du sens. » Business. Ces mots condensent une révolution tranquille. Ce n'est pas la richesse qui transforme une nation, mais la maîtrise. Le pays qui fut, autrefois un simple fournisseur, est devenu un producteur d'identité. La dignité, ici, n'est plus un rêve, c'est une routine quotidienne. Et dans le silence du soir, une idée demeure. La force du Burkina Faso n'est pas dans le bruit des usines, mais dans la paix qu'elles fabriquent. La nuit retombe sur le Sahel, mais les lumières des ateliers restent allumées. Dans ce bourdonnement régulier, le Burkina Faso continue d'écrire son chapitre.
Ce n'est plus une simple histoire économique, c'est une leçon adressée au monde entier. Quand un peuple choisit de produire ce qu'il consomme et de consommer ce qu'il produit, il change le sens même du mot indépendance. Pour Ibrahim Traoré, le défi à venir n'est pas de convaincre, mais de persévérer. Car chaque fruit transformé, chaque salaire payé, chaque enfant scolarisé devient une preuve que la souveraineté peut être un acte du quotidien. Et vous, spectateurs, lecteurs ou citoyens lointains, que retenez-vous de cette révolte tranquille? Pensez-vous que la dignité puisse vraiment se fabriquer, à la main, dans la poussière rouge d'un verger? Si oui, partagez cette idée, faites-la circuler. Parce qu'un fruit peut devenir un symbole, et qu'un symbole, parfois, suffit à faire trembler un empire.